On a le plaisir de recevoir Jean-François Chemin. J'ai fait des petites recherches sur son parcours. Il a tellement de diplômes que je prendrai la conférence à tous vous les citer. Mais il est notamment diplômé de Sciences Po Paris, des études en droit. Il a travaillé plus de 10 ans dans le privé, notamment pour des cabinets de conseil. Et il a décidé, après des années de cette expérience dans le privé, dans de grandes entreprises, de reprendre des études. Il a passé l'agrégation d'histoire-géographie. Je le précise parce que je trouve que c'est très classe. Il a aussi un doctorat en histoire romaine à la Sorbonne. Et il a enseigné en ZEP. Fort de ce parcours multiple, varié de son expérience, il va nous parler de comment refaire une histoire, un roman national à travers l'histoire et à travers aussi son parcours personnel et son engagement. Alors effectivement, ce sera assez personnel ce que je vais vous dire, fondé sur mon expérience. Alors j'abonde, je poursuis le propos de Gilles Ardina sur le bilan de l'éducation nationale, qui n'est pas un fiasco, qui est au contraire une grande réussite. On vient de dire à l'instant que j'avais fait Sciences Po Paris en 86, je suis sorti diplômé. Quand on voit ce que c'était Sciences Po Paris quand je l'ai faite, et quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, ceux qui travaillent dans le sens de la gauchisation de l'éducation nationale au plus haut niveau ont parfaitement réussi. C'est pas un fiasco, c'est une réussite. Je voudrais commencer par cette anecdote d'un ami qui est inspecteur général de l'éducation nationale, qui m'a raconté avoir fait passer des oraux pour des élèves qui à l'époque avaient mention très bien au bac, et n'avaient donc qu'un petit oral pour rentrer à Sciences Po Paris, oral qu'il faisait passer. Il m'a dit avoir été frappé de l'acharnement que ces élèves mettaient à vouloir montrer leur haine de la France. Et à un élève, pour se faire bien voir du jury bien sûr, et à un élève qui il a demandé de résumer l'histoire de France en 2 mots, il a entendu cet élève, futur ambassadeur ou futur préfet, répondre « colonisation, collaboration ». Voilà ce qu'un élève qui rentre à Sciences Po Paris avec mention très bien au bac a retenu du programme d'histoire dans l'éducation nationale. Alors moi je vais commencer par une autre, je vais poursuivre par une autre anecdote. Je réfléchissais à ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Je précise qu'on m'a dit que j'avais 25 minutes, cher Jules. Ceci reste pas débordé, mais voilà. J'ai reçu lundi, de manière totalement imprévue, ce mail de quelqu'un, je ne sais même pas comment il a trouvé mon adresse mail. Monsieur Chemin, bonjour, bonsoir. Je viens à votre rencontre, car tout d'abord, j'ai pu avoir la chance de vous avoir comme enseignant d'histoire-géographie pendant 3 ans au collège Louis-Aragon à Vénissieux. Je voulais vous remercier pour m'avoir transmis votre savoir sur l'histoire de France. Pour moi, vos cours étaient vraiment fascinants, malgré les classes agitées où j'ai pu être. C'était un euphémisme. À votre façon, bien à vous de raconter les choses, j'ai réussi à avoir cette passion qui vous habite pour notre pays et son histoire. Après avoir lu votre livre « Kiffe la France », j'ai retrouvé les mêmes émotions que dans vos paroles lors de nos cours. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. Ça me fut un plaisir de vous contacter, un véritable admirateur de votre travail et de votre façon de penser, signé Alexandre Gérardin. Voilà. Alors, je lui ai demandé, je ne me souviens pas bien de lui, je l'ai eu comme ça, il y a 10-15 ans, des photos, un petit gamin tout blond au milieu d'élèves un peu différents. Voilà, et bien ce gars-là, 10-15 ans après, a trouvé le besoin de chercher mon adresse mail et de m'envoyer ce message, ce qui m'a énormément touché, et donc moi j'ai vu un signe providentiel. Alors je précise qu'aujourd'hui, j'ai demandé, il est plombier dans l'Ain, il a une compagne, il a une petite fille qui va rentrer à l'école, et voilà, il s'adresse à moi. Alors on note au passage que ce message s'adresse à Monsieur Chemin, c'est moi. Et ça ne s'adresse pas au collège Louis-Aragon, il ne s'adresse pas à l'éducation nationale, il ne s'adresse pas à la République, il s'adresse à moi, et que donc c'est moi qui lui ai transmis le coup de l'histoire. Et le roman national, eh bien oui, c'est moi qui lui ai fait passer. Ce n'est pas les programmes. Les programmes, c'est colonisation, collaboration. Et si ce gamin aime la France, c'est grâce à une personne, c'est-à-dire moi. Et donc je commencerai en disant que la transmission du roman national, c'est à travers chacun d'entre nous. J'y reviendrai, n'attendons rien d'une quelconque institution. Alors je vais commencer par une réflexion un peu générale, après je terminerai sur des considérations plus personnelles. D'abord, pourquoi faut-il faire aimer la France? Eh bien d'abord parce que c'est juste de faire aimer la France, juste au sens de justesse, c'est-à-dire de cohérence intellectuelle. J'expliquais ça à mes élèves quand j'étais au Minguette.
il serait absurde de penser que les gens soient prêts à se noyer dans la mer Méditerranée ou ailleurs pour accéder à la France si c'était à ce point un enfer. Hein, les gens sont quand même pas maso. Bon, donc si effectivement la France était raciste, xénophobe, islamophobe, inégalitaire, etc., pourquoi est-ce qu'on serait prêt à mourir pour y venir? Au contraire, tout le monde en partirait. Bon, c'est donc une question de logique. Hein. Et donc, si les gens y viennent et qu'ils y restent, c'est que la France est un pays où on est mieux qu'ailleurs. Voilà, c'est QFD. Bon. C'est également juste au sens de justice. Hein. La France n'a pas fait pire que les autres. Hein. Alors, évidemment, elle a été colonialiste. Quel est le pays qui, lorsqu'il en a eu les moyens, n'a pas envahi son voisin dans l'histoire? Hein. Les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Turcs, les Mongols, etc. Bon. Tout le monde a envahi son voisin quand il a pu, et les empires ont été innombrables dans l'histoire. Encore le nôtre n'a-t-il pas duré bien longtemps, puisque notre empire colonial a duré un siècle, hein. Bon, 130 ans si on considère l'Algérie, mais pour ce qui est de l'Afrique noire, 80 ans. Donc notre empire n'a pas duré bien longtemps, et encore nous a-t-il coûté plus qu'il ne nous a rapporté. Si on prend un autre axe d'accusation d'esclavage, nous ne sommes pas le seul pays à avoir pratiqué l'esclavage. Je rappelle qu'Aristote le justifiait philosophiquement, que Cicéron considérait que ça faisait partie du droit naturel, et que dans le monde entier, l'esclavage a toujours été considéré comme quelque chose de naturel. Bon, la contestation de l'esclavage est venue du christianisme, et la France l'a d'elle-même aboli. On n'a même pas eu besoin d'une guerre civile pour l'abolir. Voilà, donc bon, on a pratiqué l'esclavage comme les autres. Hein, voilà, bon. Précisons également que la France donne aux étrangers plus de droits que la plupart du temps nous n'en avons chez eux et qu'ils n'en ont eux-mêmes chez eux. Hein. On parlait tout à l'heure avec Pierre-Yves Rougeron du sort des Français au Cambodge. Le sort des Cambodgiens en France est préférable au sort des Français au Cambodge. C'est comme ça. Et peut-être même que le sort des Cambodgiens en France est préférable, je ne suis pas sûr, non, est préférable au sort des Cambodgiens au Cambodge. En tout cas, quand je vois le nombre de gens qui veulent venir chez nous, on peut supposer qu'ils sont mieux chez nous que chez eux. Bon, voilà. Donc, effectivement, il est juste, à tout point de vue, de faire aimer la France. Deuxièmement, c'est utile. C'est utile parce qu'aujourd'hui, on le constate, on parle d'archipélisation, le vivre ensemble est menacé, et notamment, il est menacé par le tonneau des Danaïdes de la repentance. Plus nous demandons pardon, plus on trouve des reproches à formuler contre nous. Hein, bon, voilà, nous sommes effectivement un peuple accueillant, mais à force d'être en perpétuelle situation d'accusés, certains d'entre nous, moi le premier, commencent à en avoir un petit peu assez, et certains craignent la guerre civile. N'oublions pas quand même que la guerre civile est notre sport national favori. Hein. Les Armagnacs contre les Bourguignons, les catholiques contre les protestants, les Vendéens contre les Bleus, les Collabos contre les résistants, les OAS contre... Bon, etc. Bon, donc, la guerre civile, à force de repentance et de culpabilisation, peut-être effectivement qu'on y va tout droit, et je pense effectivement que la transmission de l'amour de la France serait un moyen de l'éviter. Mais alors, comment la faire aimer, la France? Et comment est-ce qu'à mon humble niveau, j'ai fait pour la faire aimer? Mes élèves qui s'en souviennent, dont certains s'en souviennent des années plus tard. Eh bien, moi, donc j'ai pas théorisé ça, c'est après en réfléchissant, hein, avec le recul que j'ai essayé de comprendre, je me fonderai sur deux mots qui me semblent aller de pair, qui sont amour et vérité. Il y a un psaume, le psaume 84, qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Et je rappelle qu'il y a également une encyclique du regretté pape Benoît XVI qui s'appelle « Caritas in Veritate », donc l'amour dans la vérité. Donc il faut d'abord poser l'amour. Alors, ce que je vais dire est général, je vais parler de l'amour des profs, du prof pour ses élèves, mais ça peut être l'amour de l'officier pour ses hommes, ça peut être l'amour du prêtre pour ses ouailles, ça peut être l'amour des parents ou des grands-parents pour leurs enfants et petits-enfants. Je crois que toute transmission se fonde d'abord sur l'amour, et l'expérience première que j'ai vécue, moi, en zone d'éducation prioritaire, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'en témoigne dans mon livre « Kiffe la France », dont parlait mon élève tout à l'heure, c'est l'amour de mes élèves, mais l'amour des élèves pour moi. J'avais des petits blacks, des petits arabes, et tout ce que vous voulez, asiatiques, ils m'aimaient, et ils venaient me le dire.
la grande difficulté que j'ai eue à traverser pendant ces 10 ans en ZEP, c'est d'être enseveli sous l'amour de mes élèves, qui se manifestait de toutes les manières possibles et imaginables. Je n'ai pas tellement de temps de rentrer dans les détails, mais je voulais quand même vous raconter une anecdote. Dans mon livre Kiffe la France, il y en a des dizaines, mais celle-ci, vous la lire. On se récupère un jour un élève de 4e qui rentre dans ma salle de classe sans prévenir, je ne l'avais jamais vu, qui balance son cartable sur la table, ni bonjour ni rien, et je fais connaissance d'un certain Adam, un maghrébin qui venait de se faire virer d'un précédent collège pour avoir frappé un professeur. Bon. Je ne sais pas ce que... Bon, je me suis dit, bah voilà Adam, il va falloir que ça se passe bien entre nous. Je ne sais pas, voilà, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'un jour, j'ai vu Adam se lever, toujours sans autorisation, se diriger vers le tableau. Il dessinait un grand cœur, au milieu du grand cœur écrire Monsieur Chemin et embrasser le cœur devant tout le monde. Et il est retourné à sa place. Et 15 jours plus tard, il était viré pour avoir jeté une canette de bière sur une collègue. Une collègue de Coca-Cola. Bon, de bière au Coca-Cola. Bon, je vous raconte cette anecdote, j'en ai 50 à vous raconter. J'ai été enseveli sous la soif de mes élèves de me témoigner de l'amour. Bon, moyennant quoi, en contrepartie, je les aimais bien. Voilà. C'est d'ailleurs toute la difficulté. En tant que citoyen, je suis extrêmement préoccupé par la question de l'immigration, du grand remplacement, etc., qui a toujours guidé et mon action militante et mes votes, mais en tant que personne, je dois dire que je n'ai eu que du bonheur avec ces élèves. Bon, voilà, donc ça veut dire que s'il y avait peut-être un peu plus de profs comme moi, ça se passerait peut-être un petit peu mieux au niveau global. Donc ces élèves, m'aimant bien, et ayant conscience que je les aimais bien, avaient envie d'aimer ce que j'aimais. Et qu'est-ce que j'aimais? Ben, j'aimais effectivement l'histoire. Tous les élèves voulaient tous devenir profs d'histoire. Bon, il y en a qui sont devenus plombiers. J'aimais la France. Ben, ils voulaient tous me chanter la Marseillaise. À la fin de mes cours, ils criaient la France aux Français. Et puis, ils me posaient des questions sur le christianisme. Ils n'avaient pas tardé à découvrir que j'étais chrétien. Alors, laïcité ou pas laïcité, à l'intercours, quand on me pose des questions, je réponds. Bon, voilà. Moyennant quoi, j'ai des élèves qui sont venus me dire plus tard, au moins 2, qui se sont convertis. Voilà. Ce qui implique, alors, puisque les élèves veulent aimer ce qu'aime le prof, ça veut dire qu'il faut que les profs aiment la France. Si on veut transmettre l'amour de la France, il faut des profs qui aiment la France. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux. Je rappelle que le conférencier Laurent Deutsch, qui, c'est un cinéaste qui fait pas mal de trucs, est interdit de conférences dans beaucoup d'établissements publics parce que les syndicats ne veulent pas de lui. Voilà. On considère effectivement dans l'enseignement public et probablement aussi privé sous contrat que le but de l'enseignement n'est pas de faire aimer la France. Hein. Tout à l'heure, Ardina en parlait, on est plutôt à l'époque de la repentance. Donc l'amour, c'est ça qui est primordial. Mais une fois qu'on a posé l'amour, il faut poser la vérité. Hein. Le prof n'est pas là uniquement pour se faire aimer. Le lieutenant, le capitaine n'est pas là pour se faire aimer. On est là pour dire la vérité. Bon, alors, à maintes reprises, ayant posé en préalable cet amour, j'ai pu dire la vérité sur les sujets les plus épineux. Sur la question des croisades, sur la question de l'esclavage, je peux dire le genre de propos que je vous tiens. Sur la question des croisades, j'ai posé un jour la question à des élèves, si les Américains ou les Israéliens occupaient la Mecque et empêchaient les musulmans de venir en pèlerinage, qu'est-ce que vous feriez? Ce serait l'équivalent des croisades. Bon, donc, alors régulièrement, j'ai eu droit à des standing ovations à la fin des cours en me disant, monsieur, on ne nous avait jamais dit ça. C'est-à-dire que ces élèves ont soif de vérité et ils ne sont pas plus idiots que les autres. Et lorsqu'on ne leur dit pas la vérité, ils le sentent. Et notamment sur la question de la laïcité. Le discours sur la laïcité est un discours qui est tellement intellectuellement faux qu'il ne rentre pas. Alors on a beau effectivement taper à grands coups de marteau sur ce clou tordu, ça fissure le mur, mais le clou ne rentre pas. Donc ces élèves ont besoin qu'on leur dise la vérité, ce qui, dans l'éducation nationale, elle, est remplie d'idéologie et de discours tout faits qui sont intellectuellement inaudibles. Donc effectivement, ça implique d'aimer la France et son histoire, ça implique également de la connaître. Les programmes d'histoire sont de plus en plus éthiques. Il m'arrive de faire des cours en me fondant sur un manuel d'histoire première terminale des années 1940, 46, 48, je ne sais plus, publié chez Hatier, ce que les élèves apprenaient
à l'époque, dépasse, à mon avis, largement le programme du CAPES d'histoire. Hein, et on a des profs qui ne connaissent rien à l'histoire que ce qu'on leur a appris en fac et l'ESP, venant de l'UFM que j'ai fait à l'époque. Donc aujourd'hui, effectivement, les profs ne connaissent rien, ne sont pas, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas à même de répondre intelligemment aux questions qui leur sont posées, ne satisfont pas l'exigence intellectuelle des élèves, et les élèves ont soif d'avoir des profs qui soient puissamment formés sur tous les sujets. Et effectivement, on a parfois des élèves qui posent des questions qui vont vachement loin. Moi, je me souviens, en classe de 5e, cours d'histoire sur la place de l'Église au Moyen-Âge, tout était axé sur le fait que voilà, l'Église occupait les cerveaux de la naissance à la mort, entre le baptême et l'extrême-onction, l'Église nous prenait la tête. Bon, c'est vrai que la République aujourd'hui nous laisse tranquille, c'est bien. On ne cherche pas à nous courir les crânes. Bon, moyennant quoi, il y avait une image de baptême, une image d'extrême-onction. J'en suis venu à expliquer ce que c'était qu'un sacrement dans l'Église catholique. Eh bien, heureusement que j'étais bien armé pour répondre à des questions extrêmement pointues des élèves sur les sacrements, les petits élèves musulmans. Hein, je faisais le caté au même moment sur la paroisse. Les élèves de la paroisse ne me posaient pas autant de questions que les élèves du caté. Hein. Monsieur, donc, le mariage est un sacrement. S'il y a divorce, est-ce qu'il y a encore mariage? Est-ce qu'il y a encore sacrement? Oui, sauf effectivement s'il y a une procédure de nullité. Alors expliquez-nous la procédure de nullité. Je dis, il y a des témoins, etc. Bon. Et ensuite, le tribunal ecclésiastique peut prononcer la nullité. Monsieur, si après que la nullité ait été prononcée, je dis un gamin de 11 ans, d'origine musulmane, hein, si après que la nullité ait été prononcée, un des témoins se rétracte et dit j'ai menti, est-ce qu'il y a sacrement ou est-ce qu'il n'y a pas sacrement? Ah, ce à quoi il faut être capable de répondre à ces jeunes. Hein. Voilà. Et moi je crois que la mère de toutes les... Bien sûr ils sont violents, mais la mère de toutes les violences, c'est celle que nous leur infligeons en ne leur disant pas la vérité et en n'étanchant pas leur soif de savoir et de comprendre. Voilà. Et puis vous avez compris que je parle avec passion. Eh bien oui, je faisais mes cours avec passion. Et je vous donne une petite remarque étymologique. Enthousiasme en grec, ça veut dire rempli d'esprit divin. C'est l'équivalent du mot autorité qui vient du latin et qui veut dire être rempli d'esprit divin. Donc lorsqu'on enseigne avec enthousiasme, on enseigne avec autorité. Et je peux dire qu'en 10 ans au Maguette, messieurs à l'École de Lyon, j'ai jamais eu de problème d'autorité. Je terminerai ce premier volet là, un peu général sur le fait qu'il faut cesser également de confondre la France avec la République. Les élèves ont soif d'aimer la France. La France, c'est du concret, c'est une histoire, c'est un patrimoine, c'est des paysages, c'est une gastronomie, c'est un esprit, c'est un peuple, c'est une langue, etc. La République, c'est l'État. Est-ce que vous aimez l'État? Moi, quand je reçois un papier avec le logo de la République, j'ai toujours la chair de poule. Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Ça y est, une tuile. Bon, voilà. Hein, bon, la République, on vous dit, c'est liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qu'on a comme liberté dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire sans risquer le pénal? Est-ce qu'on est les égaux les uns des autres? On passe son temps à nous vanter les milliards de Bernard Arnault et de compagnie. Ah, il a 250 milliards, c'est formidable. Pendant ce temps-là, il y a des clodos plein les rues. Qui est-ce qu'on est? Voilà. On n'est pas égal, et c'est comme ça. Et enfin, la fraternité, est-ce qu'on se sent frère? Hein, les musulmans s'appellent entre eux frères, les féministes s'appellent sœurs, mais on n'est plus frères et sœurs de personne dans ce pays. Voilà, bon, donc il faut transmettre l'amour de la France et pas de la République. J'ai écrit un livre, vous voyez tout à l'heure sur la table, La France n'est pas seulement la République, qui a été ma réaction quand le président de la République, après la mort de Samuel Paty, a dit il est mort pour faire des républicains. Eh bien, il aurait peut-être mieux fait de faire des Français et il ne serait peut-être pas mort. Bon. Alors, pour terminer, quelques pistes de réflexion. Donc, nous sommes tous personnellement responsables de la transmission de l'amour de la France, là où nous sommes. Nous n'avons rien à attendre de l'institution. Je suis très frappé de voir qu'aujourd'hui, il y a des gamines qui sont capables de faire le buzz, hein, l'une qui fait tomber son proviseur, qui le fait démissionner parce qu'elle refuse de quitter le voile dans son lycée, elle ne doit pas avoir 16 ans, une autre qui fait un scandale dans un magasin de chaussures, hein, etc. Ce sont des gamins de 16 ans qui individuellement font avancer leur schmilblick. Hein, donc nous attendons tout
de l'État, et si on est catho, on attend tout de l'Église. Bon, moyennant quoi, bien souvent, on ne fait rien. Bon. Je n'ai pas écouté la conférence sur le chevalier Bayard et j'en sais pas grand-chose. Ce que j'ai appris dans ma jeunesse, c'est qu'il avait adoubé François Ier. C'est pas François Ier qui l'a adoubé, c'est Bayard qui a adoubé François Ier. Donc Bayard n'a pas attendu l'État pour être un chevalier. Hein, au contraire, c'est lui qui a conféré ce titre, cette qualité au roi de France. Hein, et l'histoire de France nous donne suffisamment de grands modèles qui n'ont rien attendu de personne. Jeanne d'Arc, Bayard, Bonaparte, De Gaulle n'ont rien attendu de l'institution. Ils ont fait avancer l'histoire de France, souvent sans l'institution et même contre l'institution. Jeanne d'Arc a été tuée par l'Église. Bonaparte a fait un coup d'État. De Gaulle a été condamné à mort par contumace, etc. Hein. Donc, faisons les choses là où nous sommes, que nous soyons encore une fois profs, pères de famille, officiers, etc. Et n'attendons rien de l'institution. Je crois qu'il n'y a rien à attendre de l'institution. Nous ne finirons pas à l'Académie française, ou au Conseil constitutionnel, ou au Panthéon, où on ne nous donnera pas notre nom à un sous-marin, pas un sous-marin, un porte-avions. Vous savez que le futur porte-avions, il s'appelait Simone Veil. Hein. Non. Voilà. Si, c'est officiel. Hein. C'est officiel. Bon, donc ça ne nous est pas réservé. Nous, ce qui nous est réservé, c'est de faire avancer les choses à notre niveau. Hein. Il y a beaucoup de jeunes dans l'Assemblée, je les incite, s'il en est encore temps, peut-être est-ce leur vocation, à investir des professions où on peut effectivement jouer un rôle de transmission, l'enseignement, la presse, la culture, l'armée, l'Église, hein, et ne divisez pas les honneurs, mais de faire un boulot de base. Visez d'être prof, visez pas d'être acteur. C'est pas Belloubet qui fait du travail, le bon travail, c'est Monsieur Chemin devant ses élèves. Voilà. Je voudrais quand même donner deux anecdotes. Assurez-vous, je ferai peut-être 26-27 minutes, mais pas beaucoup plus. Je voudrais quand même livrer deux anecdotes. J'ai écrit il y a quelques temps un livre sur un sujet voisin, un peu différent, mais ça se recoupe, sur les musulmans qui se convertissent au catholicisme. Régulièrement, un musulman qui devient catholique devient patriote français. Je l'ai constaté, c'est à peu près systématique. Eh bien, je peux citer l'exemple d'un garçon qui s'appelait Khaled, qui maintenant s'appelle Guy. Guy, c'est le nom de son prof de philo, parce que c'est son terminal, au contact de son prof de philo, qu'il a choisi, qu'il a embrassé, et la foi catholique, et l'amour de la France. Et aujourd'hui, il milite à l'Action française. Voilà. Bon, il n'est pas obligé d'être militant d'Action française pour aimer la France, mais voilà, c'est son cas. Je voudrais également parler d'un garçon qui s'appelait Moussa, d'origine malienne. C'était un loupard, que sa mère a obligé à s'engager dans l'armée pour échapper à sa déviation. Ce garçon s'est converti au catholicisme grâce à son lieutenant, et maintenant il est catholique et patriote français. Donc voilà, un prof de philo de terminale, un lieutenant, deux catholiques, deux français. Bon, si par contre vous n'avez pas la vocation à investir les milieux où on transmet, que vous avez choisi de faire HEC, de la finance derrière, sachez effectivement, on en parlait tout à l'heure, que la transmission a besoin d'établissements qui ne touchent pas un rond de l'État. Hein, on parlait de l'ICEP, on parle de toutes ces écoles hors contrat qui se créent. Ces écoles ont besoin d'être financées par des gens qui socialement ont les moyens. Hein, je pense à un chef d'entreprise qui donne 20 000 € par an à l'ICEP. Et je crois même qu'il y en a un qui donne encore beaucoup plus. Voilà, bon, donc voilà, c'est pas parce qu'effectivement vous n'êtes pas prof ou vous n'êtes pas journaliste que vous n'avez pas un rôle à jouer, chacun à sa place. Je conclurai en disant également, croyez à la providence divine. Alors bien sûr, je sais que le Cercle Bayard n'est pas forcément un club chrétien, certains d'entre vous ne sont pas croyants, mais je rappelle quand même que pour toute une historiographie traditionnelle, la France a une mission surnaturelle. Ce que j'explique dans mon livre, La vocation chrétienne de la France, que certains ont dû recevoir en s'inscrivant au cercle. Hein, donc la France est la fille aînée de l'Église, elle serait, d'après certains, dans le plan de Dieu pour l'humanité. Je pourrais en donner plein d'exemples, mais je rappelle par exemple que près de la moitié des apparitions mariales officiellement reconnues par l'Église
catholiques ont eu lieu en France, avec régulièrement des messages pour la France. Et je rappelle également qu'un quart des saints du calendrier catholique sont des saints français. Et je terminerai donc par ces propos. Alors, tout d'abord, cette parole de Guillaume d'Orange: il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Cette parole de Richelieu: des petites étincelles naissent des grands embrasements, donc soyons tous des petites étincelles. Et enfin, je ne pense pas qu'il soit malvenu de citer le général de Gaulle dans cette assemblée, s'adressant en 1959 à Rome aux Français religieux: notre pays ne serait pas ce qu'il est s'il était d'abord un pays catholique. Je pense que si Dieu avait voulu que la France mourût, ce serait fait. Il ne l'a pas voulu. Elle vit. L'avenir est à elle. Vive la France.